Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, nous sommes à la veille de Yom Ha'atzmaut, nous sommes à Yom HaZikaron, nous sommes dans des moments importants pour l'État d'Israël et j'ai eu envie aujourd'hui de donner la parole à notre ami Gilbert Bokobza, à qui je dis Manishma, Gilbert. Oui, alors Alors, racontez-nous un Ah petit bien, peu. je vais très bien maintenant. J'ai l'âge m'a laissé quand même une partie de ma santé et je continue. Donc, je suis né un 1er avril. Je suis né un 1er avril et je me suis marié un 1er avril. Et sans avoir voulu, mais c'est assez long comme histoire. Voilà. Et j'ai donc étudié au lycée Carnot, où j'ai eu le baccalauréat à 17 ans. Et tout de suite, j'ai voulu continuer des études de droit. Et j'ai été obligé, par les circonstances, ayant un frère qui avait été envoyé par mon père en France pour étudier aux travaux publics, et il ne pouvait pas me soutenir pour des études. Donc, j'ai quitté Tunis et j'ai été comme instituteur. Et à l'époque, c'était juste le moment où les Français quittaient la Tunisie. Donc, ils m'ont envoyé à 80 km de Tunis, dans le plein désert, dans un village de 2000 habitants qui ne parlaient absolument pas français, et j'étais chargé de leur apprendre le français. Et j'ai passé 4 ans. Et mes élèves, j'avais 2 fois 40 élèves, 80 élèves par jour, pendant 5 jours. Est-ce que Et vous vous mes rappelez, élèves, Gilbert, est-ce que vous pardon, vous rappelez du nom du village? Ras Djebel, Ah, comme son nom l'indique, Ras Jbel, c'est c'est, connu. c'est le, c'est très loin de tout, c'est le Djebel. Et j'ai été reçu par le chef du village qui a dit, qui a réuni les personnes, les personnalités, s'il y en avait. C'était dans un champ d'oliviers de presque 20 kilomètres de côté. 400 kilomètres d'oliviers. Et l'olivier, il a une certaine particularité, c'est qu'il n'a pas besoin ni d'eau, ni rien du tout. S'il y a de l'eau, il y a de l'huile. S'il n'y a pas d'eau, eh bien, c'est une année sèche. Alors, Et Gilbert, j'ai passé là-bas, j'ai été accueilli comme, comme si j'étais le ministre de l'Éducation nationale, à tel point que une dizaine d'années après, quand je suis passé à Tunis en vacances, j'ai été arrêté par un agent en moto qui s'est présenté 2 mètres de haut. Il m'a salué, a dit Monsieur l'instituteur, je vous salue. Et c'était bravo. quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Gilbert, après ces années d'enseignement à Ras Jbel, quand êtes-vous entré chez Air France? Alors, donc, ensuite, je rentre à Tunis parce que mon frère, ayant eu son diplôme d'ingénieur, mon père n'a plus besoin que je l'aide, et je suis rentré à Tunis et j'ai été, à l'époque à Tunis, c'était comme si ça dépendait de la faculté de Paris de droit.
et j'ai été étudiant en droit. J'étudiais le jour et la nuit, j'avais trouvé à travailler à l'aéroport à Tunisère. J'étais aussi bien avec les passagers et ça m'a donné un métier. Finalement, j'ai passé 4 années là-bas où je m'étais marié entre-temps et j'ai eu ma licence de droit. J'ai quitté la Tunisie pour avoir le doctorat. Je voulais être docteur en droit, spécialiste de l'international, parce que finalement, je parlais l'arabe, le français, j'avais étudié l'italien et l'anglais au lycée, et je comprenais parfaitement l'espagnol. Et j'ai travaillé, après avoir travaillé à l'aéroport avec Tunisair, où ils m'ont foutu dehors parce qu'ils ne voulaient que des musulmans. Et donc, étant ancien instituteur, j'ai aidé beaucoup d'employés qui avaient été embauchés par Tunisair dans leur métier, sans qu'ils me demandent rien. Ils venaient me demander comment on fait ceci, comment on fait cela. Et je me suis retrouvé dans une sorte de constellation de personnes qui dépendaient de moi. Ensuite, on a décidé, je voulais avoir un doctorat de droit. On pouvait avoir qu'une licence en droit française. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, le diplôme de droit à la faculté de droit dépendait de Paris. On le recevait de Paris. Il était comme si j'étais à la faculté de Paris. J'ai continué à la faculté de Paris. Et le soir, tu travaillais chez la Et le soir, j'avais besoin de travailler. J'ai été m'embaucher chez celui qui me paraissait le plus adapté, et c'était Pan American Airways. À l'époque, Pan American Airways, c'était 2/3 de tous les mouvements aéroportuaires du monde. C'était une véritable... Une institution. Oui, oui. Lorsqu'on sortait ou on parlait, on disait « je travaille à la panaméricaine », c'était comme si, je ne sais pas, alors Pan American Airways, pendant 6 ans, j'ai été chargé d'ouvrir de nouvelles escales. Mon épouse était la fille d'un représentant de la communauté israélite de Tunis. Elle était donc plutôt pour qu'on aille en Israël, et j'ai décidé en 1969 de quitter la Panaméricaine et de venir en Israël travailler pour El Al. Et j'avais contacté El Al avant. El Al m'a dit « Ok, avec ce que tu sais, viens en Israël. Quand tu viens, 1 an après, tu es avec nous. » Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai décidé d'y aller. 2 ans après, El Al me dit « On ne peut pas te prendre parce que on ne prend que des employés qui ont 5 ans la nationalité israélienne. » Donc, je me suis retrouvé sans un métier. Et on est en 1970 et Air France est représenté à Tel Aviv avec beaucoup d'avions, beaucoup de vols, parce que c'était une compagnie qui avait débuté avec Air France très tôt. À un moment, il n'y avait que El Al et Air France qui faisaient des vols. Alors donc, j'arrive à Air France, où ils m'embauchent en tant qu'adjoint au chef d'escale. Malgré toutes mes aptitudes, je suis l'adjoint du chef d'escale.
Parce que tu es israélien. Parce que je suis israélien et pas français. et à Paris, Air France, c'est une compagnie nationale où le personnel est considéré comme fonctionnaire Donc, ils sont français. et donc doit être français. Tous les employés d'Air France À un certain cas. responsables doivent être français À l'époque. à l'époque. Mais moi, quand j'arrive en 1970, Tu es tunisien. je suis tunisien, Et tu deviens israélien. israélien, et personne ne veut remplacer le chef d'escale Air France français. En France, personne, parce qu'il a commencé à avoir Non, papa. 1970, je suis embauché en tant qu'adjoint. Comme adjoint. Mais il se passe une chose, c'est que le jour, le 27 juin, je crois que c'est, Oui. j'ai oublié, le 27 juin, je devais travailler, j'avais 2 adjoints, donc on était 3, et les 2 qui étaient le jour, le 27 juin, il y a 3 avions la même soir. Un qui a atterri la veille et qui devait partir le lendemain matin, on en parlera, c'est celui qui a eu un TB. Un second, un 747 avec 400 passagers qui revenait d'Extrême-Orient via toute une série d'escales dont la dernière, aussi étonnante que ça paraisse, était en Iran, Téhéran. Il y avait 3 vols par semaine, Téhéran, Tel Aviv, Paris. Et c'était des 747, alors que Air France était à peu près la seule compagnie européenne à avoir des 747 à l'époque. C'est étonnant. Donc, moi, je rentre le soir et je dois venir m'occuper de cet avion qui passe à 4 heures du matin. Et la veille de ce qui se passe, un des pilotes, le matin, le lendemain matin, qui est arrivé la veille et qui repart le lendemain matin, c'est un vol Tel Aviv, Athènes, Paris. Et donc, le second appareil qui passe à 3 heures du matin, c'est le 747. Donc, moi, je dois aller au 747 et je reçois un coup de fil. Alors, je passe la soirée. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire, elle se fait la veille parce que le commandant de bord qui doit prendre cet avion qui est arrivé la veille et qui repart le lendemain via Athènes, je l'ai connu dans une histoire très très marrante parce qu'il est nouveau sur la ligne Tel Aviv-Paris et un jour après qu'il soit arrivé, le lendemain ou le surlendemain, je dois lui présenter un vol. On présentait les plans de vol au commandant de bord et tout ça, c'était pas fait aujourd'hui comme on le fait. Alors, on appuie un bouton et le computer fait tout le travail. C'était faire un vol Tel Aviv, Athènes, Paris, c'était 3 heures de préparation de plan de vol. Donc moi, je prépare mon plan de vol et le commandant de bord qui est la veille, je le connais. Pourquoi? Parce que Michel Bacos. Oui, il s'appelle Michel Bacos et je dois lui apporter le lendemain le plan de vol. Je rentre dans la cabine. Non, mais attends, d'abord, qu'est-ce qui nous est arrivé en deux? Avant ça, il est nommé sur la ligne, donc il le fait plusieurs fois par mois, 2, 3 fois par mois. Donc on devient amis et un jour, je l'invite à dîner avec tout l'équipage. On était 13 au restaurant. Et lui me remercie et il me dit la prochaine semaine, je viens et on est ensemble. Et
avant de partir, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Abou Khobza, pourquoi tu ne me parles pas l'arabe ?» Alors j'ai dit « Quoi, commandant ?» Il s'appelle Michel Bacos, je le connais, il est français. Alors on était les seuls tous les deux. Alors il me dit « Anta Abou Khobza, et vous parlez arabe ?» Il me dit « Je suis né à Port Saïd. Dans les papiers, je suis né à Paris parce qu'on ne peut pas me mettre Port Saïd. Mais jusqu'à l'âge de 12 ans, mon père était pilote des bateaux du canal de Suez qui, à l'époque, appartenait à la France. Tout le canal appartenait à la France et il y avait 2000 fonctionnaires français de nationalité française qui agissaient dans ce canal. Et alors, je lui dis, il me dit, on parle arabe entre nous, mais personne ne sait que je parle arabe. Ok, c'est terminé. Et je rentre chez moi et je n'ai pas, après la soirée que j'ai passée avec lui, j'ai presque pas dormi parce que j'étais responsable du vol intermédiaire 747 et j'arrive à 9h du matin, après avoir de minuit à 9h, j'ai travaillé. Et j'arrive et on apprend que l'avion a été dérouté il faisait Tel Aviv, Athènes, Paris. On m'apprend que l'avion a été dérouté par des terroristes. Et moi, je me suis dit, zut, l'avion est parti de Tel Aviv, on n'a rien fait. Alors je me renseigne et on me dit, non, il a été dérouté depuis Athènes. C'est à Athènes que les gars sont montés. Et je me trouve impliqué dans toute cette affaire de l'avion dérouté. Mais alors justement, Gilbert, ce qui est important à rappeler, c'est que le moment où vous avez pu parler en arabe avec Michel Bacos a été très déterminant parce que ça a aidé après pour la suite. Ah oui, oui, oui. Bien sûr. C'était incroyable. Ce qui s'est passé dans cet avion, c'est incroyable. Il y a eu un tas de trucs comme ça qui étaient de la bonne direction qui se sont passés. Alors moi, je sais deux choses. Un, je sais que le commandant de bord parle arabe. Personne ne sait que le commandant. En réalité, il est d'origine grecque. Et moi, je sais qu'il parle l'arabe. Donc, il comprend. Donc, j'appelle mon général, où j'étais tout le temps en rapport avec lui, parce que quelquefois, il m'appelait au milieu de la nuit pour venir l'accompagner ou quelque chose, parce qu'il parlait toutes les langues que vous pouvez penser, le grec, le russe, mais le français, il ne parlait pas, il faisait partie d'Air France. Alors, non, pas d'Air France, de l'armée israélienne. Donc, je téléphone à mon général, pas à la formation ou quoi, et je dis, j'ai quelque chose de très important à te dire. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est de la plus haute importance. Ils sont venus à la maison 9 personnes. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu nous racontes? Je lui ai dit, voilà, le commandant de bord, entre-temps, on a appris que le commandant de bord avait décidé de rester avec l'équipage qui avait été emmené depuis Athènes. Il avait essayé d'atterrir à Alger. Alger les a renvoyés. Il a essayé d'atterrir au Maroc. Ils ont été acceptés en Libye. Et de Libye, ils ont été acceptés dans le sud de l'Afrique, Entebbe en Ouganda. Et Entebbe en Ouganda, je connaissais le dictateur général, en plus de l'armée chez lui. Il a tué son frère qui était plus âgé que lui. Ils se sont bagarrés, il l'a tué et il est devenu général en chef en Ouganda. Amin Dada. Mais il avait vécu en Israël pendant 2 ans.
Israël a fait venir 2000 soldats d'Ougandais qui venaient de prendre l'indépendance et ils ont pensé, en Israël, ils ont pensé que c'était intéressant d'avoir un petit pays, petit mais ami avec Israël, comme ils ont maintenant. Et ils leur ont appris à faire pousser un tas de choses. Et lui, donc, moi, je l'ai eu comme je l'ai connu à l'aéroport comme général en chef de ces gars qui étaient un peu partout. Il y en avait 2000. Pourquoi il a attaqué les Israéliens? Parce que les Israéliens n'ont pas voulu lui vendre des avions, de lui apprendre à piloter des avions de chasse. Et j'appelle ces gens-là qui me disent, tu quittes ta place, tu viens avec nous. Ensuite, à la suite de cette affaire, donc, jusqu'à la fameuse histoire de comment ils sont arrivés là-bas à Entebbe pour libérer l'association, et ils étaient avec le frère de Benjamin Netanyahou, le commandant de toute l'équipe qui est allée libérer les passagers, c'était le frère Yoni. Alors, j'ai une question à vous poser, Gilbert. Est-ce que vous avez revu Michel Bacos après l'histoire d'Entebbe? Oh, mais Michel Bacos, non seulement je l'ai revu, mais chaque fois qu'il venait, je l'invitais, il venait avec son équipage, et chaque fois il venait, il était à l'hôtel, j'allais le voir. Avant de partir à la retraite, pendant 7 ans, j'ai été le chef d'escale. d'Air France. Avec, à l'époque, chef d'escale dans une compagnie aérienne comme Air France, c'était 280 agents. Parce qu'il n'y avait pas de computer pour chercher le nom Nakash dans la truc ou Cohen. Allez voir quel Cohen c'est. Alors, Gilbert, je voudrais rappeler quand même que le 6 juin 2002, vous avez été décoré de la Légion d'honneur. Et ça, c'est un moment important. Oui. Voilà, et j'ai reçu, quand je suis reparti à la retraite, j'ai été nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Bravo, bravo. Et d'ailleurs, ceci, c'est en remerciement de plus de 25 000 vols que vous avez gérés. Exactement. Avec 7 millions de passagers. Exactement. Alors, Gilbert Bokobza, le temps qui nous est imparti est vite passé. On pourrait parler pendant des heures avec vous. Mon premier souhait, c'est de vous dire, parce que je rappelle aux auditeurs que, comme moi, Gilbert Bokobza est un natif du Kef par la famille Brahmi, la famille de sa maman. Nous sommes très attachés, en tant que Kefois, aux racines du Kef. Et donc, avec l'ensemble de la communauté juive du Kef, je voudrais vous dire Maramietam Ad Mea Vesrim Shana. Toda Rabba. Mais moi, je vais vous dire, le Kef, notre grand-père, il avait 8 enfants, ça faisait une quinzaine d'enfants de mon âge quand j'étais petit, quand j'avais 56 ans. Et les parents, l'été, nous envoyaient au Kef. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'on ait une bronchite dans l'hiver. Alors le Kef, c'était la montagne. 900 On mètres. était à 780 mètres d'altitude. Voilà. Et le grand-père ne parlait pas le français, il parlait l'arabe. Mais il était tellement ouvert qu'on n'avait pas besoin de parler avec lui. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Il m'a emmené une fois, il avait des moissonneuses-batteuses, quelque chose d'incroyable. Il avait 20 moissonneuses-batteuses qui travaillaient ensemble sur un champ, qui sortaient du blé dur. Comme aujourd'hui, le blé dur qui est vendu en Europe le plus cher, il vient de Tunisie. Donc, je voulais vous remercier et vous dire que vraiment, ça a été un grand moment de bonheur de partager avec vous
cette partie de souvenirs, cette partie d'histoire qui relie la France, la Tunisie et Israël. Voilà. Merci. Merci Gilbert. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.